Nous sommes toujours à la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, événement économique incontournable de la rentrée, dont évidemment Boursorama et partenaire média. Votre invité à présent, Laurent Mignon, bonjour. Bonjour. Président du directoire de la société d'investissement Wendel. Vous venez de participer, c'est pour ça qu'on vous chope au vol, même si c'était prévu, à cette table ronde sur le, c'est hyper intéressant et ça nous intéresse sur Boursorama, sur le vrai pouvoir des marchés. C'est vraiment eux qui font la loi, les marchés, dans les entreprises, en politique? Non, les marchés, ils font pas la loi. Les marchés, ils sont là pour financer, investir dans les bons projets. Ceux qui font la loi, c'est ceux qui présentent les bons projets, ceux qui ont la capacité à attirer les capitaux vers eux. Et c'est vrai pour les entreprises, mais c'est vrai aussi pour les États. Et les États ont une crédibilité, une capacité à attirer pour se refinancer des investisseurs. Et c'est vrai que, en revanche, quand la crédibilité, la confiance est perdue, que ce soit pour une entreprise ou pour un État, à ce moment-là, la situation peut être plus difficile. Donc c'est ça, c'est la crédibilité des projets qui est importante. Et qui met du temps à se tisser cette crédibilité, mais qui peut s'effondrer très rapidement. On l'a vu, je crois que l'exemple qui était cité pendant le débat tout à l'heure était le bon, c'est celui de Liz Truss en Angleterre, où en quelques jours, tout d'un coup, la crédibilité économique du programme qui avait été présenté... De baisse d'impôts. On ne parle pas d'augmentation massive des dépenses, on parle de baisse d'impôts massive. Les gens ne voyaient pas du tout comment tout ça allait se financer, comment tout ça allait créer un avenir économique qui était positif, et donc les investisseurs se sont détournés. Ce qui est logique, c'est leur droit, c'est pas de la dette anglaise, et ça a provoqué un impact et un changement derrière politique. Mais voilà, c'est ça qui est important, c'est la crédibilité. La crédibilité, c'est l'enjeu numéro un, la capacité à vendre un projet quel qu'il soit. D'ailleurs, le marché, il n'est pas politique, il n'a pas tel ou tel. Alors, il a des croyances, il y a des choses dans lesquelles il peut croire, mais ce qu'il faut, c'est lui vendre une histoire qui soit crédible, dans laquelle il se reconnaisse. Qu'est-ce qu'on répond à celles et ceux qui disent que les marchés financiers ont pris trop de place, trop de pouvoir, que l'économie s'est trop financiarisée? Elle s'est financiarisée parce que les États sont endettés. S'ils n'étaient pas endettés, elle ne se serait pas financiarisée. Fondamentalement, si on veut financer l'ensemble des projets, on a besoin des marchés financiers. Mais n'oublions pas que les marchés financiers, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est jamais que l'épargne de Mr. Smith. Voilà, de Monsieur Tout-le-Monde. Alors, il y en a plus d'épargne américaine, d'épargne anglaise, parce qu'ils ont des fonds de pension, et que nous, qui n'avons pas de fonds de pension, c'est l'assurance vie, qui est une poche importante, mais moins lourde que celle des fonds de pension américains, des fonds de pension anglais. Ça reste les pensions de retraite. C'est jamais que derrière des gens qui gèrent l'épargne de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, Smith, comme vous dites. Et donc, c'est pas une espèce de monstre dans son coin. Il investit, et il investit avec un devoir fiduciaire qui est de donner le bon couple rendement-risque, qui est celui qu'attend son client, qui est l'épargnant. Et c'est ça les investisseurs. Essentiellement, il y a quelques fonds souverains, il y a quelques autres acteurs, mais l'essentiel des investisseurs, c'est ça. Et donc, il faut leur donner le bon couple rendement-risque. Il y a un adage qui dit que les marchés ont tous les jours raison, mais n'ont pas toujours raison. Moi, je l'aime bien, cet adage. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je pense que les marchés n'ont pas toujours raison, ils se trompent. Ils ont tous les jours raison parce qu'il y a une cotation qui est faite tous les jours, mais les marchés créent des bulles aussi, et donc s'auto-entretiennent, et on voit bien. Et d'ailleurs, c'est assez fortement le cas depuis quelque temps, parce que on voit que de temps en temps, on a des décalages sur des cours d'entreprise, sur des dettes qui sont très violents. D'un seul coup, une annonce qui est légèrement décevante fait qu'un cours de bourse peut perdre 10%. Ce qui montre qu'il y a une sensibilité à l'information qui est très importante et que parfois, le marché se tourne. Alors moi, je pense que c'est d'autant plus vrai que le poids de la gestion passive est important, parce que la gestion passive, elle a tendance à exactement. Elle a tendance à reproduire les choses jusqu'à ce qu'une information fasse que tout d'un coup il y a un décrochage qui se fait pour retourner à ce qui devrait être probablement la valeur fondamentale d'un actif. Est-ce qu'on peut voir les marchés financiers, Laurent Mignon, comme une espèce de corps de rappel, de force de rappel pour les politiques qui, parce qu'ils doivent lever de la dette pour financer leur politique publique, ne peuvent pas faire n'importe quoi non plus, puisqu'il y a des comptes à rendre à ceux qui prêtent. Et la France, je crois que c'est 54% de la dette française qui est détenue par des investisseurs étrangers. Qu'elle soit détenue par des investisseurs étrangers ou français, vous avez raison.
je vois pas pourquoi on ne doit pas autant à l'épargnant français qu'à l'épargnant anglais ou américain. Ouais. Fondamentalement, on doit rembourser sa dette. Et quand on est endetté, ben, on a plus de devoirs. La dette publique n'est jamais remboursée. Quand vous n'avez pas de dette, elle n'est jamais remboursée. On réemprunte. On réemprunte. Oui. Mais pour réemprunter, il faut toujours avoir la confiance. Il faut que des nouvelles personnes vous prêtent. Et donc, fondamentalement, ce qui est important, c'est cette confiance, cette crédibilité. Donc, le marché financier, plus vous êtes endetté, plus l'importance de cette confiance est forte. Quand vous êtes peu endetté, à la limite, vous pouvez tenter toutes les expériences que vous voulez. C'est pas très grave puisque vous n'avez pas emprunté cet argent. Mais à partir du moment où vous l'empruntez, vous vivez à crédit, eh ben vous n'êtes plus dépendant de vos créanciers que quand vous l'êtes pas. C'est assez simple. Tous les Français le comprennent. Hein. Quand ils ont la dette, bah ils n'ont pas la même liberté, la même autonomie que quand ils l'ont pas. Il se trouve qu'avec 3100 milliards de dettes, la France aujourd'hui a moins d'autonomie qu'il y a quelques années quand elle avait moins de dettes. Mais la dette française reste bankable. C'est Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la BCE, qui me l'avait dit avant l'été. Mais la BEC française est de très bonne qualité, elle est très appréciée par les marchés, mais simplement, elle repose sur une vraie confiance. Donc il n'y a rien de dramatique quand on voit le taux à 10 ans. Le taux auquel s'endette l'État français, on est à 2,90%. Oui, le spread avec, pardon, c'est un peu technique, avec l'écart entre le taux allemand et le taux français, on est à 70 points de base. Il n'y a rien de dramatique pour l'État français aujourd'hui pour le financement de l'économie française. Non, parce que c'est fondé sur une confiance, sur la capacité. Il y a cette instabilité politique, il y a ce risque que le budget soit voté ou pas. Il y a qui pour l'instant en tout cas n'a aucun impact sur le financement. Parce que je pense que le marché considère qu'on va vers plutôt une forme de gouvernement technique qui gérera ça, mais après, vous savez, ça peut s'inverser assez vite, donc il faut être attentif à ça. Et je pense il y a un risque de défiance malgré tout sur la dette française parce que les comptes publics pourraient continuer de dériver. Alors, il y a un risque, en tout cas, il y a un risque d'augmentation du taux. Et donc du spread, qui est une façon d'exprimer la même chose, d'augmentation du taux. Et cette augmentation du taux, c'est un coût supplémentaire demain. Hein, et donc c'est moins de capacité à financer des projets qui sont importants pour les Françaises et les Français. Donc voilà, ça c'est important. Et fondamentalement, pour que ce taux augmente, il suffit que la défiance augmente ou que la confiance s'érode. N'allons pas vers une crise de la dette. Je ne pense pas qu'on soit proche d'une crise de la dette française, mais on peut être vers un renchérissement. Et ça, ce renchérissement, c'est autant d'appauvrissement des projets qui sont importants pour les Françaises et les Français demain. Après, on a compris dans un nouveau cycle monétaire. Je rebondis sur Jackson Hole vendredi. En fait, les marchés attendent ardemment, notamment une baisse de la part de la Fed. La BCE a commencé à tirer entre guillemets la première juste avant l'été. Jérôme Powell a enfin ouvert la voie à cette première baisse des taux des Fed Funds depuis pour le mois de septembre. Ça serait une première baisse en 4 ans. Est-ce que elle est trop tardive? Cette question, voilà, c'est 18 septembre. A priori, est-ce qu'elle n'est pas trop tardive, comme l'a été la remontée des taux par la Fed à l'été 2022? Après coup, c'est très facile de juger. Sur le fond, moi, je pense que la décision, elle correspond à la conviction que s'est fait la Fed que l'inflation était relativement sous contrôle, même s'il y a encore ils ont le sentiment qu'elle était sous contrôle, et donc ils vont pouvoir commencer à baisser les taux pour s'assurer que, en sens inverse, l'économie ne ralentisse pas trop. Et c'est toujours le lien entre les deux qui est difficile à gérer, mais qu'ils essayent de gérer au mieux pour arriver à ce qu'on appelle un soft landing aux États-Unis. Moi, je suis assez confiant sur l'économie américaine, pour être franc, et je trouve que même si on a eu un gros coup de frein cet été en termes de création d'emplois. Oui, certes, ça montre bien que la Fed doit probablement maintenant commencer à prendre en compte cet élément-là et commencer à baisser ses taux. Avant, on voyait quand même qu'on avait des taux d'inflation qui étaient élevés aux États-Unis, jusqu'à 9, qui restaient forts. Donc, c'était normal qu'il y ait une vigilance qui reste. On est rentré dans une nouvelle phase monétaire, phase de desserrement. Après le resserrement qui a duré 4 ans, il y a le desserrement monétaire un peu partout maintenant dans le monde. On se dit que ce nouveau cycle monétaire, Laurent Mignon, il est bon pour toutes les classes d'actifs, des plus sinistrés comme l'immobilier, aux obligations, aux actions. C'est bon pour les placements au sens large. Le desserrement monétaire, il donne de l'air à une économie. Après, la question, c'est de savoir est-ce qu'il vient parce que l'économie ralentit beaucoup, ou est-ce qu'il vient pour éviter qu'elle ralentisse beaucoup? Et c'est tout le débat de savoir est-ce qu'il vient... qui est mieux que l'autre. Bien sûr. Est-ce qu'il vient... Bon, mais bien entendu, c'est mieux d'emprunter pas cher que d'emprunter cher. Fondamentalement, cette capacité à donner aux acteurs économiques la capacité à financer des projets à un taux plus faible
est une bonne chose pour les actifs qui rapportent de l'argent. Donc c'est bon pour l'immobilier parce que vous emprunterez moins cher pour acheter votre maison. Et on a vu le ralentissement du marché immobilier avec la hausse des taux qui a été spectaculaire. Mais c'est vrai aussi pour tous les projets des entreprises. C'est vrai aussi pour le financement de la transition énergétique. C'est vrai pour énormément de choses. Donc de ce point de vue-là, c'est bien. Et n'oubliez pas qu'à chaque fois que les taux baissent, c'est aussi moins bien pour le retraité ou pour celui qui a placé de l'argent parce qu'il a un rendement plus faible. Donc ça joue des deux côtés. Mais si fondamentalement on pense que ce qui est important c'est les financements des projets d'avenir, bah, c'est une bonne chose parce que ça permet voilà, d'investir dans l'avenir, d'investir dans l'innovation et donc de créer demain des emplois. Alors Mignon, est-ce que c'est bon aussi pour Wendel? J'ai vu les publications de résultats fin juillet, vous avez relevé vos perspectives, après une hausse du chiffre d'affaires de plus de 13% et un programme de rachat d'actions de 100 millions d'euros cette année. Ouais. Les clientèles sont au vert? Écoutez, on a une stratégie qu'on a mis en place. Cette stratégie, elle est à la fois de faire des investissements pour compte propre, et on a fait de très beaux investissements récemment. On a acheté une société qui s'appelait Globe Educate, qui est une très belle entreprise dans l'éducation post-bac, pré-bac, pardon, ce qu'on appelle le K-12. Et puis, on a par ailleurs le développement de la gestion pour compte de tiers, qui est un métier nouveau pour Wendel, qu'on est en train de développer. On a fait l'acquisition il y a maintenant quelques mois d'une société qui s'appelle IK Partner, qui gère près de 13 milliards d'euros d'actifs maintenant et qui va se développer et générer des flux réguliers. Donc oui, pour Wendel, c'est un développement qui est important, qui nous permet d'avoir une politique de dividendes plus attractive que ce qu'on avait avant et potentiellement aussi d'investir une partie de l'argent qu'on gère pour acheter des actions parce que notre décote par rapport à notre coût de bourse est très élevé. Donc c'est un investissement qui, pour une part, est intéressant. Donc c'est jouer sur l'investissement à la fois stratégique, développement de la gestion pour compte tiers, l'investissement pour compte propre, en investissant dans des actifs de très bonne qualité comme le Globe Educate, et puis investir un peu dans nos propres actions pour réduire la décote et tirer parti de cette décote qui est très élevée. C'est quoi le bon équilibre, Laurent Mignon, entre les investissements en compte propre et pour compte de tiers? Le bon équilibre pour Wendel, c'est quoi? Ce qui est important, on est à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, l'essentiel de ce qu'on fait, de nos investissements, c'est la gestion pour compte propre. Le développement de la gestion pour compte tiers, il commence et il doit s'exprimer en montant de fees que nous allons recevoir, de commissions que nous allons recevoir. Et donc, on s'est fixé un objectif en 2027. Dans le non-côté. Oui, de commissions que nous allons recevoir par le non-côté. On s'est fixé un objectif en 2027 d'avoir 150 millions de commissions récurrentes qui viendront de la gestion pour compte de tiers. En tout au total? Comme ça, j'ai mon chiffre. Non, mais le 150 millions, ça correspond à peu près à un tiers. Non, parce que l'autre, c'est de l'investissement, donc on peut pas il n'y a pas un chiffre d'affaires en tant que tel. Donc on peut pas le juger de la même façon. Mais 150 millions, c'est une capacité importante pour distribuer du dividende et ça correspond à couvrir une partie du dividende avec les commissions qu'on va recevoir. Dividende récurrent. Voilà, exactement. Ce qu'on veut, c'est une capacité à offrir à nos actionnaires un dividende récurrent et puis en même temps une activité qui crée des plus-values. Et ces plus-values, c'est par la gestion pour compte propre. Et donc c'est ça la vraie transformation de. Voilà, c'est un modèle dual qui permet à la fois d'avoir un revenu récurrent en tant que gestionnaire de l'actif des autres, de l'argent qui est confié par des clients, et ça vous donne des commissions qui vous permettent d'avoir un flux récurrent de revenus, et par ailleurs un investissement qui se fait sur la durée, donc qui lui par définition est non récurrent, même s'il crée, et notre objectif c'est de faire du 12 à 15% sur les investissements qu'on fait sur le long terme. Et donc c'est dans cette optique-là qu'il faut voir cette session cette année, c'était je crois au mois d'avril, de votre plus grosse participation historique dans Bureau Veritas. Alors on a cédé une partie. 9%, vous détenez toujours 27% du capital de BV, plus-value de 1,1 milliard d'euros à la clé. Est-ce qu'il y a d'autres sessions, ça nous intéresse sur Boursorama, de titres qui pourront intervenir d'ici, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, 3 ans? Alors, Bureau Veritas, c'est l'essentiel du portefeuille non coté que nous avons. Donc, mais Bureau Veritas, je tiens à dire, c'est une société de très bonne qualité sur laquelle on est investisseur depuis plus de 20 ans, auquel on croit beaucoup, qui se développe et d'ailleurs dont le cours de bourse continue à progresser. Donc, on est un investisseur très heureux et on est un actionnaire actif auprès de Bureau Veritas pour qu'il continue à se développer. Mais dans la réallocation de nos actifs, on avait un poids de Bureau Veritas qui était trop élevé, d'où le fait de pouvoir en vendre une petite partie pour pouvoir le réinvestir stratégiquement dans le métier, par exemple, de la gestion. Et d'autres sessions, ma question, 2026-2027, il pourrait y avoir d'autres sessions. Vous êtes open? Chacun des actifs, on les regarde indépendamment, on se pose la question de façon régulière de savoir s'il est arrivé au moment. Mais on est plutôt un investisseur de long terme. Avec cette capacité, on finit là-dessus,
C'est ça, 2 milliards d'euros, j'ai lu, en termes d'acquisition. Oui, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Les 2 milliards d'euros qu'on avait indiqués, on les a déjà faits. Donc maintenant, maintenant, c'est la rotation normale du portefeuille. On va pouvoir. On a une capacité aujourd'hui d'investissement qui est liée à la structure et la solidité financière de notre bilan, qui est supérieure à 1 milliard d'euros aujourd'hui, qui est de l'ordre de 1,5 milliard d'euros. Donc, on a une capacité à faire de nouveaux investissements pour environ 1,5 milliard d'euros aujourd'hui. Voilà, merci pour cet entretien donc avec Laurent Mignon, président du directoire de Wendel. Merci à vous. Merci. Émission enregistrée depuis la REF du MEDEF à l'hippodrome de Longchamp à Paris.